Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Jean-Pierre Gagic, merci d'être avec nous. Vous êtes, est-ce qu'on a besoin de vous présenter, le journaliste, présentateur, animateur d'Automoto. Et vous êtes là, alors on en parlait juste avant, Automoto, la plus ancienne émission de TF1. Exactement, ouais. 50 ans cette année. La première édition, le premier numéro d'Automoto, c'était en janvier 75. 3-4 jours après la création de TF1. On va passer la troisième alors. Est-ce que vous conduisez vite ? Alors ça dépend où. Je conduis vite sur circuit, je conduis vite quand j'ai l'occasion de faire des compétitions automobiles parce que je fais de la compétition automobile de voitures classiques. Donc je conduis vite quand on peut conduire vite. La vitesse maximale auquel vous avez été ? 380 km/h. Arrêtez. Oui. C'était où et quand ? C'était sur le grand circuit des 24 heures du Mans, dans la ligne droite des Hunaudières, dans une voiture française, une Bugatti. Et quelle sensation ? Alors c'est assez incroyable parce que la particularité de cette voiture, c'est qu'elle est capable d'aller très vite puisqu'elle fait plus de 1000 chevaux, mais dans un confort absolument incroyable. On a l'impression d'être dans un TGV en fait. Donc on voit que ça défile très vite, mais on est dans un confort absolument incroyable. Vous avez piloté avec le fils de Jean-Pierre Pernaut ? Oui, avec Olivier, bien sûr, sur des compétitions Tour Auto notamment. C'est un très 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 bon pilote, Olivier. Et c'est une occasion de penser à Jean-Pierre qui aimait, bien sûr, qui aimait aussi les circuits. Exactement. Puis sur glace aussi, il a fait. C'est ça, Andros, évidemment. C'est vraiment un grand amateur de voitures. Comme dirait notre président, comment vous expliquez la passion pour la bagnole des Français ? Vous savez, la voiture, ça nous concerne tous. On voit tous au moins une voiture tous les jours, à moins d'être très très loin quelque part sur Terre. C'est un objet d'art pour certains. La 250 GTO, la Ferrari en Italie, est un objet d'art. La Citroën DS avait été exposée au musée d'art moderne à New York. C'est une star de cinéma. Gilles, je vous apprends rien. Si vous prenez la DeLorean de Retour vers le futur, des voitures comme ça parle à tout le monde. Et c'est vraiment un objet du quotidien. C'est un objet de liberté fantastique parce qu'on peut prendre sa voiture à 4h du mat et partir voir la mer sans demander rien à personne. Donc c'est pour ça, il y a peu d'objets qui concernent notre quotidien autant que la voiture. Mais qui sont aussi l'objet d'un certain ostracisme depuis quelques temps. Évidemment, bien sûr, oui, parce que et de beaucoup de questions sur la pollution, la fabrication, etc. Et la difficulté qu'on a dans certaines villes, Paris en l'occurrence, à circuler. Exactement. Voilà. Ouais. Allez, on va passer au zapping et puis vous allez nous parler dans un instant de ce spécial 50 ans d'Automoto avec un sommaire qui fait rêver. À tout de suite, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il sera dimanche à 10h05 sur TF1. Hier, le président Emmanuel Macron n'a pas expliqué comment il allait régler la quadrature du cercle. Je vous explique, Valérie. Financer le réarmement de la France sans augmenter les impôts. Hier soir, juste après son allocution, le journal de 20h de France 2 a tenté d'explorer quelques pistes en faisant réagir aussi les Français. Des milliards d'euros à trouver pour financer les dépenses militaires. Faudrait-il faire appel à l'épargne des Français ? Première idée, pourquoi ne pas lancer un nouveau produit avec des fonds dédiés à la défense ? Pour cet architecte, l'effort de guerre n'est pas une priorité. Je préférerais que ce soit mis dans le social, par exemple, pas dans le militaire. C'est juste que j'ai pas envie que mon argent finance la guerre. Pourrait-on utiliser le livret A ? Aujourd'hui, il finance surtout le logement social. Demain, une partie de l'épargne pourrait être fléchée vers la défense. Cette retraitée place 200 € par mois et ne serait pas contre. Il faut qu'on participe tous. Je comprends dans quelle situation on est actuellement et je me dis qu'il est temps qu'on réagisse. Peu importe le livret, selon cet expert, il faudrait surtout un produit attractif. Pour mobiliser en fait l'épargne des Français, certes, on peut jouer sur la corde sensible, sur la défense de la nation, mais évidemment, l'épargnant va regarder le rendement. Valérie, Jean-Pierre, si les guerres de Donald Trump tenaient dans notre main, si tout le monde était finalement responsable de sa stratégie avec l'Ukraine et le Groenland, car évidemment, les terres rares et les métaux sont les éléments indispensables de notre téléphone. Et voilà pourquoi il veut faire la guerre. Revue de détail de ce qu'il y a dans nos téléphones et que veut posséder Donald Trump. Comme cet aimant qui sert à faire fonctionner le haut-parleur du téléphone. Donc en fait, il faut des terres rares pour écouter ces messages sur son répondeur. Tout est fait. Ou encore pour faire vibrer le téléphone. Là, c'est le vibreur. Des terres rares présentes un peu partout, mais en petite quantité. L'un des métaux les plus communs, le cuivre,
Il sert à connecter l'ensemble des composants, bardés de bien d'autres métaux encore, des moins rares aux plus précieux. Alors, il s'agit d'une batterie lithium-ion, donc qui est plutôt classique dans un téléphone portable. Ce petit point jaune, c'est la LED qui permet de faire les flashs, donc à base de nitrure de gallium probablement, qui est connectée avec de l'or. Cette carte mère, elle est faite de quoi? Elle est faite de silicium, de matériaux comme des métaux précieux. Vous avez vu la petite LED qu'on allume, c'est du nitrure et on n'en trouve presque pas sur Terre. C'est quand même fou de se dire, on est aussi peut-être un peu responsable, alors non pas de ce que décide Trump, mais de ces terres rares. Et moi, je voulais pas aller sur le sujet de Trump avec vous, mais plutôt de ces écrans de portable qui sont les nouveaux un peu écrans dans les voitures de voitures. C'est maintenant on a tous presque ces métaux précieux dans nos voitures. Mais vous savez que les batteries de voitures électriques sont très très proches des batteries de téléphone, sauf qu'elles sont évidemment beaucoup plus grosses. Et évidemment, bien sûr, avec ces voitures, tous ces téléphones, tous ces objets qui sont de plus en plus technologiques, qui font de plus en plus appel à tous ces matériaux dont on était en train de parler, bien sûr. Oui. Et qu'on ne recherchait pas avant. Mais Gilles disait, je ne veux pas aller sur Trump avec vous, mais il y a un vrai sujet sur les voitures. Aux États-Unis, j'entendais que le renchérissement des taxes, en fait, même sur des voitures américaines, ça va avoir un impact sur les consommateurs américains, puisqu'il y a des produits qui composent ces voitures qui viennent d'ailleurs. Oui, et puis il y a beaucoup de voitures américaines vendues sur le marché américain qui sont fabriquées au Mexique notamment. Absolument. Et beaucoup de constructeurs commencent ou essaient en tout cas de rapatrier ces voitures, en tout cas la construction de ces voitures aux États-Unis pour éviter ces taxes de 25%. Bien sûr, et ça va. Oui, j'entendais un reportage sur le sujet. C'était assez saisissant de voir la hausse des prix pour les Américains que ça va représenter aussi. Ouais, dans la deuxième partie, je vous poserai des questions sur les opérateurs chinois qui font des voitures aussi. Évidemment, maintenant et qui sont parfois des voitures très puissantes. Alors carton hier. Alors évidemment, je vous ai mis un petit peu sport. Je savais qu'on vous recevait. Carton pour Canal+ hier avec le match PSG Liverpool. Le score, Valérie? Je sais pas, je sais qu'ils ont perdu. 1-0. Alors ils sont classés 3e chaîne nationale avec 2,31 millions téléspectateurs sur Canal+. Pour une chaîne codée, c'est vraiment un score d'arriver 3e. Alors oui, en effet, le PSG a perdu 1-0. Mais alors pour son entraîneur, le PSG a gagné, évidemment. On a été bien meilleur que Liverpool, bien meilleur. Leur meilleur joueur a été le gardien, je le répète. On a été vraiment meilleur que Liverpool. Mais ils ont gagné ce match. Si vous voulez voir le négatif, moi je ne le vois pas. Je suis très fier de mon équipe, des joueurs, je le répète. Il reste un deuxième match à Liverpool, on ne va pas se rendre. Optimiste pour le match retour. Bien sûr. C'est dur de perdre dans le sport. Après, c'est vrai que Paris a très bien joué hier. Ouais. Voilà. C'est mon téléphone. C'est votre téléphone, oui, voilà. C'est Batman. C'est un signe. Oui, c'est très dur de perdre. Hein. Oui, surtout contre Liverpool, on a la gagne, qui est un ogre dans cette compétition. Donc c'est vrai que pour le compte, c'est dommage parce qu'ils ont vraiment bien joué les Parisiens. Ouais. Et c'est le jeu. Et c'est le jeu, oui, exactement. Alors Jean-Pierre, vous n'allez pas repartir idiot de ce studio. Je vais vous apprendre un nouveau sport, vous qui êtes au service des sports de TF1. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez, peut-être, le Yukigassen? Ah non, ça me dit rien. Le Yukigassen, c'est une discipline japonaise. Alors je suis très sérieux, c'est un reportage de TF1 d'ailleurs. C'est un sport dont la base c'est la bataille de boules de neige. Alors c'est tout, il y a plein de règles et les boules de neige sont calibrées. Écoutez. 3 minutes et des tirs qui dépassent parfois les 100 km/h. Rien à voir avec une banale bataille de boules de neige. Ici, c'est une compétition. Le Yukigassen est un sport étonnant, mais réservé aux plus téméraires. Le but, toucher les concurrents adverses ou voler le drapeau de leur équipe avant la fin du temps imparti. C'est dans les montagnes d'Hokkaido, à l'extrême nord du Japon, que le Yukigassen a été inventé. Ce week-end se tient la compétition la plus importante de ce sport et 2000 personnes ont fait le déplacement. Voilà, si vous voulez au Japon, il y a des sports de ma boule. Hein, si vous voulez briller ce week-end dans un repas, vous dites, tu connais le Yukigassen, c'est le sport de bataille de neige. Mais c'est impressionnant, allez sur le site de tf1.fr, c'est vraiment impressionnant à voir parce qu'il se lance, pour qu'une boule arrive à 100 km/h, je peux vous dire que c'est quelque chose. Les balles de baseball aussi, ça doit arriver à une vitesse. Il y a un auditeur, Stéphane, qui me dit les voitures électriques coûtent moins cher, moitié moins cher du fait de la suppression des boutons connecteurs, etc., etc. Il ajoute d'interface, mais ils la vendent 2 fois plus cher.
Oui, c'est vrai que ça coûte moins cher à produire ou c'est compliqué comme sujet? Les constructeurs sont extrêmement discrets concernant les marges qu'ils font sur les véhicules. C'est souvent effectivement les mêmes services ou en tout cas les mêmes programmes qui sont mis dans les voitures, notamment les voitures chinoises. Mais après, globalement, une voiture électrique coûte beaucoup plus cher à produire qu'une voiture avec un moteur thermique. Parce qu'il y a plus de technologie, c'est beaucoup plus compliqué. Chez C'est à vous, hier, sur France 5, entre deux repas et une assiette gourmande, hein, vous savez, c'est fromage et dessert. Il y a de temps en temps des pauses pour apprécier la musique classique. Hier, ce fut le cas avec un pianiste, Cantoran, qui a interprété en live Mon cœur s'ouvre à ta voix de l'opéra Samson et Dalila. Je finis toujours mon zapping en musique et cette fois-ci, elle est classique. C'était dans quoi? Dans C'est à vous, je vous ai dit entre deux fromages et un débat. J'avais pas compris votre phrase. Bah oui, vous savez, il y a le repas. Je préférais Le jeune garçon qui était absolument incroyable et que j'ai revu sur les réseaux. Ah bah je vous le remettrai un jour. Incroyable. Hein. Vous avez encore un autoradio? Alors, j'ai une vieille voiture qui a encore un autoradio. Ouais. Et alors comment on fait? Parce que maintenant on peut mettre une cassette, c'est ça, qui permet de capter le Wi-Fi? Oui, voilà, alors moi j'en suis pas là. Ça, je connais non, pas. c'est pas là. Non, moi si j'ai un radio-cassette, c'est une vieille Ford Mustang. Ah, très bien. Ah, si vous avez un autoradio, vous pouvez mettre une cassette et vous avez le Wi-Fi. Ouais, c'est un truc comme ça, je n'ai pas tout compris. Non, mais c'est toujours la volonté d'utiliser des objets vintage avec la technologie d'aujourd'hui, ça marche très bien ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Jean-Pierre Gagic, pour parler de ce spécial 50 ans d'Automoto. 50 ans, l'émission la plus ancienne de TF1, mais avec un jeune animateur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio Média, l'invité du jour. Alors on parle voiture, ça y est, on a entamé le sujet. Jean-Pierre Gagic est notre invité, animateur, présentateur d'Automoto. Automoto qui fête ses 50 ans pour une émission de télé. Ce n'est pas rien, avec des scores, on peut peut-être donner les scores. Les scores sont totalement fous. Ça cartonne, vous êtes face à la messe, hein, c'est ça. Donc, et ils ont même battu leur record depuis 11 ans avec 900 000 téléspectateurs, 19% part de marché, c'est à 10h. 900 000, c'est des scores qu'on fait en prime sur la TNT et que parfois Quotidien ne fait pas. On est à 10h du matin et sur les 15 ans et plus, les 25-49, 30% de part de marché, c'est assez énorme. Valérie, vous voulez un petit peu de nostalgie? Écoutez, premier générique, on est en 1975 et c'est le premier générique d'Automoto. C'est très 70. Hein. Ah oui, à fond. Là. Et puis l'image, c'est Catherine Chaillet, vous savez, qui faisait tous les génériques de TF1. Donc c'est des voitures et des motos stylisées en dessin animé. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, Automoto, pour vous? Quelle image vous aviez de cette émission? Vous vous souvenez de l'émission? Je vais vous dire, je m'en souviens très très bien, puisque mon père était vendeur de voitures. Donc autant vous dire que moi je suis originaire du sud de la France, de Cannes. Donc on regardait Automoto, on allait au circuit du Castellet. D'ailleurs on a fait les 50 ans de l'émission, voir les grands prix de F1. Rallye de Duvar, Rallye d'Antibes, Rallye de Monte-Carlo, Grand Prix de Monaco de Formule 1. Donc j'ai pas mal arpenté les circuits et les rallyes avec mon père. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va voir dimanche? Alors dimanche, on a fait une émission donc au circuit du Castellet parce que c'est un endroit évidemment très mythique et symbolique pour les sports méca français. Et il nous fallait à Parin et on a choisi Sébastien Loeb qui a gentiment accepté l'invitation. Alors Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes évidemment. Et ce qui est intéressant avec Sébastien, c'est qu'on connaît ses qualités de pilote automobile, mais c'est un motard très 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 accompli. Ah ouais. Vous allez le voir, on l'a fait rouler sur une Yamaha R1 de course. Moi je l'avais vu, alors je l'avais jamais vu en vrai, Sébastien rouler, je l'ai vu vraiment rouler mais de mes yeux. Et franchement, je peux vous dire que toute l'équipe et même même notre monsieur moto Bader Benlekal qui a l'habitude des compètes de moto, a été scotché par le niveau de Sébastien Loeb en moto. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, je crois qu'il a un don naturel de pilotage en général. Et c'est quelqu'un qui apprend très vite. Il est très à l'écoute, il est très concentré sur ce qu'on lui dit. Il a une capacité de retranscrire ce qu'on lui dit quasi immédiate. Et c'est impressionnant. Vous allez aussi revenir sur des modèles mythiques. Bien sûr. C'est les 50 ans, donc petit coup d'œil dans le rétro.
Voilà, Ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Exactement, on a essayé de faire en sorte un petit peu de parcourir les 50 ans de l'émission à travers différentes décennies. Alors les années 70 où on a choisi la Lamborghini Countach qui est un petit peu contemporaine de l'émission. On aura bien sûr une Ferrari F40 qui est un petit peu the voiture à retenir peut-être de ces 50 dernières années. On va rendre hommage aussi à l'époque bénite du rallye du groupe B des années 80. On a des R5 Alpines. Maxi Turbo, on a des Alpines bien sûr. On a une Peugeot 205 T16. On a vraiment essayé de parcourir un petit peu les 5 dernières décennies à travers les autos et les motos qui ont marqué ces époques. Et avec bien sûr des extraits des archives de l'émission d'époque aussi. Et qu'est-ce qui en parle le mieux des 50 ans d'Automoto, à part évidemment Jean-Pierre Gagic, les anciens animateurs d'Automoto, on les écoute. Ouais. Automoto, pour moi, c'était une naissance en quelque sorte dans le journalisme automobile. Automoto, pour moi, c'est la passion. Et puis quand cette émission est sortie, j'ai dit, c'est là que je veux aller. Ah super, une Porsche c'est vraiment un choix idéal. C'est une émission de légende, c'est une émission culte. Ça représente les sports mécaniques, c'est vraiment une émission importante pour les passionnés de sport mécanique. Ça devient le rendez-vous du week-end. Tu regardes tout le temps Automoto. C'était un truc génial. C'était ce que je voulais faire, Automoto. J'admirais ce qui était dans Automoto. Ça me fascinait, cette émission. Ça me fascinait, ces voyages où on allait découvrir des voitures, des endroits, des pilotes, à la fois le sport, le produit. Et si vous regardez au fil du temps, Automoto, ça a créé dans ma génération à moi toute une génération Automoto. On l'appelait comme ça. Des gens qui sont nés avec l'automobile à la télévision et la course automobile à la télévision. Allez, une petite question média. Peut-être certains noms. On a reconnu Denis Brognard. Denis Brognard, Yves Géniès aussi, un essayeur historique de l'émission. Oui, bien sûr. Ouais. Petite question média. Alors, c'est étonnant parce que dès que TF1 a été créé Automoto, enfin pas TF1, mais c'est une des plus vieilles émissions, il y a eu Automoto. Et dès qu'M6 a été créé, il y a eu Turbo. C'est aussi étonnant qu'on crée une émission de voiture quand on dit qu'est-ce qu'on fait dans la chaîne qu'on vient de créer. Qu'est-ce qui vous différencie de Turbo ? Alors déjà, première chose, on nous pose souvent la question, on connaît très bien les gens de chez Turbo, évidemment. On est amis, moi je connais très bien Dominique Chapat, évidemment, tous les journalistes, donc il y a une très bonne entente entre nous. Alors évidemment, on se tire la bourre, c'est une saine concurrence, mais on s'entend très bien. Non, je pense que c'est des émissions, alors moi je ne me permettrai pas de juger le contenu de Turbo, bien évidemment, mais c'est des émissions... sur les différences dans le ton, dans ce que vous faites. Nous, différences dans le ton, on a peut-être un rythme un peu plus rapide que Turbo, qui est une émission un peu plus longue que la nôtre. Des choix de sujets un petit peu différents. Nous, on fait un peu plus de sport que Turbo parce que ça a été aussi toujours un petit peu dans l'ADN d'Automoto de suivre les compétitions sportives. On a aussi cette base d'essai à Mortefontaine où on essaie les véhicules qui nous sert un petit peu de laboratoire pour les voitures qu'on a envie d'essayer et les voitures sportives qu'on a envie de chronométrer. Donc je pense que les différences se font là. À Paris, de plus en plus, moi je prends le VTC, je raconte ma vie, et je monte de plus en plus. Alors des fois, je crois que c'est une Tesla qui arrive, mais pas du tout. C'est une voiture chinoise avec des marques MUM, des choses que je connais pas. Il y a aussi maintenant des marques de téléphone comme Xiaomi qui lance des voitures aussi. Oui, il y a plein de marques. Il y a plein de marques chinoises. Un auditeur, la Xiaomi SU7 est vendue à un équivalent à la moitié prix d'une Tesla. C'est pas la même. Oui, c'est un peu la. Donc on peut s'interroger sur la marge aussi. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à produire des voitures à ce prix-là ? Et est-ce que ça vaut le coup, les voitures chinoises ? Voilà, alors, en termes de rapport qualité-prix, mais c'est un peu comme tout ce qui vient de Chine. Quand vous prenez les vêtements, c'est un petit peu pareil. C'est que tout ce qui vient de Chine est en général moins cher. C'est produit avec simplement des éléments d'abord qui sont sur place, puisqu'on sait que notamment tout ce qui est batterie, tout ce qui est composants, les semi-conducteurs, on en a suffisamment parlé, tout ça, ça vient de Chine, ou en tout cas c'est maîtrisé par l'industrie chinoise, avec une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère que la nôtre en Europe et en Occident en général. Donc ça explique évidemment en partie le fait que ces voitures sont beaucoup moins chères, qui ont un rapport qualité-prix assez incroyable, puisque nous, on commence à travailler justement sur des émissions avec les voitures chinoises, notamment avec Dacia. Dacia qui était un peu la marque championne du rapport qualité-prix. Aujourd'hui, certaines voitures chinoises sont moins chères que les Dacia. Et ce sont, encore une fois, en termes de rapport qualité-prix, des voitures intéressantes. Bien sûr. 2 questions de Stéphane. Les archives d'Automoto, est-ce qu'on peut les trouver ?
Alors il y en a une partie disponible sur l'INA. J'invite les gens à aller voir parce qu'il y a plein de choses. Il y a notamment le tout premier numéro d'Automoto avec Georges Decaune sur l'esplanade de la Défense qui explique pourquoi TF1 a créé Automoto. C'est super sympa à regarder. Et il y a pas mal d'archives sur l'INA. Autrement, sur l'INA, ouais. Et l'extrait que je vous ai passé, Valérie, c'est un 52 minutes qui a été mis en ligne par TF1 sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir un 52 minutes qui raconte... On tape quoi, Automoto ? Vous tapez Automoto, ce que j'ai fait. Vous tapez Automoto dans YouTube et vous avez un 52 qui sort. Qui je l'ai regardé hier. Il est extraordinaire. Et alors, juste une autre question de Stéphane, ou plutôt une demande. Il dit si je peux faire une petite remarque quand les tours... Il est pointu, hein. Quand les tours de piste du circuit sont faits à Mortefontaine, mettez la vitesse en digital parce que parfois on voit pas les panneaux d'affichage avec le soleil. Alors là, c'est précis. Là, on a un auditeur fidèle. On a un auditeur fidèle et qui aime ça. Eh bien, c'est noté. Oui, d'accord. Je vois tout à fait ce qu'il veut dire. C'est pas idiot du tout, mon Stéphane. Donc, on va voir quoi ? Donc, on a dit qu'on verrait il y a donc Sébastien Loeb à ne pas manquer dans cette spéciale. Il y a donc une sorte de rétro des voitures les plus emblématiques. Il y a aussi pas mal de motos. Oui, bien sûr. Automoto. Automoto, bien sûr. On a notre monsieur moto Bader Benlekal qui est pareil, qui est venu un petit peu avec des modèles de motos qui ont marqué ces 5 dernières décennies. On a un invité aussi surprise qui est, on va vous le dire, qui est Stéphane Peter-Ancel, qu'on a fait venir parce que c'est Monsieur Dakar. Il a remporté 14 fois le Dakar en moto et en auto. Immense champion, un mec adorable. Et on trouvait ça sympa de le faire venir parce que l'objectif absolu de Sébastien Loeb aujourd'hui, c'est de remporter ce Dakar. Ça fait 9 fois qu'il essaie et ça fait 9 fois que ça marche pas. Ils sont très potes, ils s'entendent très bien. Ils ont été coéquipiers. Il y a quelques années de ça chez Peugeot pour le Dakar. Donc on a une super belle interview croisée où on leur montre un petit peu leur première télé d'ailleurs sur Automoto. C'était sympa. Vous avez testé il y a 3-4 émissions le Cybertruck de Tesla. Ça vaut le coup ? Alors moi je l'ai pas essayé. C'est notre journaliste à Los Angeles, Olivier Philippe, qui l'a essayé puisque la voiture n'est pas vendue en Europe parce qu'elle n'est pas homologuée en Europe. Alors nous on a eu un essai qui était très objectif et je pense que c'est ce qui fait aussi notre force dans Automoto, c'est qu'on a la liberté de dire ce qu'on pense sur les voitures. Et Olivier Philippe, très bon journaliste que je connais bien. Et il a pas été subjugué. Le problème avec Tesla, c'est qu'il y a un peu un effet waouh avec ces voitures. Sur la carrosserie. Un petit peu moins ces dernières semaines avec Elon Musk. Mais il y a quand même un effet waouh. Et c'est vrai que le Cybertruck, on le voit. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir. En plus, c'est une très très grosse voiture, très très grosse voiture, avec évidemment des formes très très particulières. Bon, après, en termes d'autonomie, en termes de finition, a priori, moi de ce que j'ai vu, et je peux le confirmer par rapport à ce qu'a dit Olivier Philippe, il y a mieux chez Tesla. La plus belle voiture de tous les temps ? Oh là là, mon Dieu, ça c'est tellement difficile. Je pense qu'il y a Enzo Ferrari qui disait que la Jaguar Type E était la plus belle voiture du monde. Ferrari 250 GTO reconnue par la justice italienne comme une œuvre d'art en Italie. Il y en a, mon Dieu, il y en a tellement. Oui, il y en a beaucoup. Stéphane demande si vous préférez V6, V8, V10, V12. Le moteur électrique, c'est le son de la fadeur, comme notre monde politique. Vous préférez quel son ? Ça, là, on a affaire à quelqu'un qui aime beaucoup c'est toujours la voiture. Moi, je dirais le V8 américain parce que il a bercé mon enfance. Moi, je suis la génération des séries télé américaines, des Shérif Fais-moi peur, des choses comme ça. Donc plutôt le V8 américain. Bon, allez, on vous retrouve dimanche à 10h05 très précisément. Automoto spécial 50 ans. Merci Jean-Pierre Gagic, c'était sympa de vous avoir ce matin. Signalons Valérie, tous les samedis, vous pouvez suivre On parle auto sur Sud Radio. Nous aussi, on parle auto et c'est un des podcasts les plus écoutés, comme quoi la voiture ça reste évidemment un sujet d'intérêt. Merci à vous. Dans un instant, on va être avec une autre sportive, Laure Boulot, qui elle est allée au Japon. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. À tout de suite. Dès lundi, écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 9h. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Laure Boulot. Bonjour, merci d'être avec nous. Ancienne footballeuse internationale française. Vous êtes consultante pour Canal+, et vous réalisez votre premier documentaire avec, alors je ne sais pas comment on dit, Mathieu Despo, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Mathieu Despo, alors nous on a adoré avec Gilles, vraiment. Vraiment. Pionnière au Japon, vous vous êtes immergé dans ce Japon très mystérieux, Japon très masculin, et vous avez voulu aller à la rencontre de 5 femmes qui sont devenues des pionnières, comme le dit le titre du documentaire. Hein, comme vous l'avez été au foot. Et comme vous l'avez été au foot, dans 5 domaines où les femmes excellent, où ces 5 femmes excellent parce qu'elles sont pionnières, elles ne sont pas nombreuses. Il y en a une qui fait du saké, il y en a une qui est un milieu très très masculin, une qui dessine des mangas, une femme sumo, parce qu'elles sont là aussi pour faire ça, une femme chef sushi. Bref, tout ça, ce sont des sujets... et puis une footballeuse, évidemment, puisque vous avez voulu aller voir. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez eu l'idée? Quelle est la genèse du doc? En fait, je fais déjà des documentaires dans le foot. Je fais une petite pastille qui s'appelle 24 heures de boulot et j'avoue que je m'éclate à faire ça. Et j'ai tendance à ne pas vouloir être dans une routine professionnelle. Donc, c'est vrai que je m'éclate. Voilà, aujourd'hui, il va y avoir la Ligue des Champions. C'est des journées de fou, d'analyser les matchs, etc. Mais j'ai besoin aussi de cet oxygène. Et pour me sentir 100% épanouie, d'aller voir d'autres choses. Je suis très curieuse. Et j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, même si je m'en éloigne pas complètement, plus, encore. Mais voilà, en tout cas, j'ai quitté un tout petit peu le foot pour aller faire un documentaire un peu plus sociétal, un peu plus voyage aussi. Mais qui a eu l'idée de vous impliquer dedans? C'est les gens d'Upside, les producteurs. Bon, ça s'appelle Les Nouveaux Éclaireurs, hein, c'est une collection. Les Nouveaux Explorateurs. Ouais. Et c'est vous qui avez... on est venu vous chercher? Alors, j'ai fait un documentaire avec eux sur une équipe féminine en Arabie Saoudite, l'équipe nationale. Et c'est vrai que ça paraît un peu loufoque comme ça, mais j'ai quand même rencontré la première équipe nationale de l'histoire. Et en fait, on a fait ce documentaire ensemble et je pense qu'on a... Je sais pas, ils m'ont vu en immersion totale ils m'ont vu faire du foot au milieu d'une place dans un village alors que clairement les femmes là-bas jouent pas trop au foot et je pense que ça leur a plu de voir comment je me comportais dans des milieux pas familiers. Ouais. Et ça a été le début de l'histoire. Donc après, on a fait quelques rendez-vous et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble avec Upside notamment, mais il y a aussi Flab, la boîte de production, qui est avec Canal+. Donc c'est des personnes qui me connaissent au quotidien depuis maintenant 8 ans et qui de toute façon... voulait qu'on fasse des projets ensemble et on commence par ce projet-là en tout cas. Ouais. Est-ce que le point commun de ces 5 femmes que vous avez rencontrées, puisqu'elles sont encore une fois des pionnières dans des métiers d'hommes, hein, on voit que la jeune femme par exemple qui fait du saké, elle est la seule femme au Japon à faire du saké. C'est la maître sushi, c'est que des hommes. Alors on découvre plein de trucs hein, en plus parce qu'on apprend que ce ne sont que des hommes puisque les sushis se font au comptoir et qu'ils doivent être capables de discuter politique. Et autre chose, Valérie, que j'ai appris, vous allez pouvoir nous l'expliquer, Laure, c'est qu'au départ, l'art du sushi, elles n'y avaient pas accès parce qu'elles avaient des règles et que c'était à cause de leur menstrualité et que c'était impur. C'est quand même dingue de penser ça. J'ai dit menstruation. En fait, j'ai appris beaucoup de choses et c'était aussi pour... Voilà, je pense qu'on adore découvrir et c'est vrai que j'adore le Japon et on a une vision du Japon qui est un peu très réductrice, mais souvent caricaturale. Exactement, et je pense que c'est important aussi de montrer que le niveau de la femme là-bas, c'est quand même un pays qui est plus de 140e mondial sur la condition de la femme dans leur pays. Donc c'est clair qu'on est encore dans un pays qui pousse pas les femmes à l'épanouissement dans tous les domaines de la vie. Et du coup, moi, quand j'ai rencontré ces pionnières-là, j'avais l'impression que ce que j'avais fait en France avec d'autres joueuses de foot, c'était rien, quoi. Je veux dire, elles c'est pas des barrières qu'elles ont, c'est des murailles.
Donc j'étais contente de faire découvrir ça. Et par rapport au sushi, c'est au-delà des règles, c'est que il y a toujours une excuse pour exclure la femme de certains domaines, quoi. Et donc c'est-à-dire qu'apparemment la température corporelle était pas la bonne pour pouvoir manipuler le poisson. Voilà, c'est des toujours des arguments. Montrer les trucs complètement. Faut que je trouve le bon mot, quoi, en restant poli. Les excuses qui peuvent être trouvées pour exclure les femmes, c'est quand même presque, ça devient drôle, quoi, parfois. Les femmes sumo, c'est... Alors, juste avant, Valérie, est-ce que vous savez manger un sushi maintenant ? Bah bien sûr, je sais même les faire. Bah oui, oui, mais il y a une information incroyable de comment... en fait, on ne sait pas manger des sushis en France. Il faut mettre le poisson d'abord sur la langue, les amis. Et oui, il faut les retourner, les sushis. Vous le saviez, vous, Valérie ? Non, je ne savais pas non plus. Et en fait, c'est logique, parce que sinon, vous avez le riz sur la langue. Et ça, et c'est génial dans ce genre de documentaire. Non, mais on apprend plein de choses. Et en plus, vous êtes une bonne cliente. Vous êtes vraiment... Vous participez, je disais, vous avez donné de votre personne, en particulier avec les sumos, femmes sumo. Ça, je crois que c'est peut-être est-ce que, enfin, toutes dans leur genre, elles sont pionnières, elles sont des femmes de tête et de courage, mais sumo, c'est gonflé quand même. Sumo, c'est vrai que c'est pour ça qu'on en a fait un fil un peu conducteur. En fait, finalement, dans le doc, elles sont au début, à la fin. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu puissant. Voilà, des femmes qui font du sumo. Enfin, même moi, j'étais complètement abasourdie quand on m'a dit que ça pouvait exister. J'en garde un souvenir exceptionnel, notamment de cet entraînement-là, parce que, enfin, c'est presque lunaire, quoi. J'avais l'impression d'être 3 siècles avant, quoi. Je sais pas comment expliquer. On était tous pieds nus sur un truc en sable, et c'était tellement stylé d'être avec aussi les garçons pour cet entraînement et de découvrir cette discipline que je connaissais pas du tout, parce que bon, à part voir des combats sur une vidéo de temps en temps sur internet, on connaît rien de cette culture, et en fait c'est assez puissant quand même, ce rapport à la terre, à la puissance, et ce respect aussi de l'autre dans ce sport. Et j'ai adoré. C'était franchement rencontrer ses parents, savoir comment elle a pu se construire, voir comment ses parents ont réussi à la pousser, alors que, bon, j'imagine que quand tu dis à tes familles que ta fille veut faire du sumo, peut-être qu'il peut y avoir une réaction pas très sympa, quoi. Oui, et puis il y a une chose que dit, elle s'appelle Onaka, et il y a une chose que vous dites à Onaka, c'est les hommes qui sont sumo là-bas sont des demi-dieux, et vous leur demandez est-ce que vous êtes une demi-déesse, et elle ne vous répond pas. Bah non, parce que c'est pas comme ça qu'elles sont considérées, malheureusement. Et quand on parlait des excuses qui peuvent y avoir, maintenant ça commence à se développer grâce à ces femmes justement qui prennent position. Mais une femme, s'il y avait une femme qui avait le malheur de poser ne serait-ce qu'un orteil sur l'arène de combat, il fallait changer tout ils estimaient que c'était souillé, quoi. Donc il fallait tout changer de A à Z pour rendre le lieu de nouveau propre et accessible à ces demi-dieux. C'est assez ahurissant. Vous parlez, évidemment, vous êtes intéressé aux footballeuses japonaises qui ont une façon de jouer différente des européennes et des autres joueuses. Elles jouent un football plus cérébral, c'est ça ? Oui, plus tactique, plus discipliné aussi, mais parce que c'est un peu comme dans tous les domaines, on s'adapte aussi aux qualités qu'on peut avoir, et c'est vrai que les Japonaises et les Japonais font pas 3 mètres de haut et ont pas une puissance redoutable. Ils sont vifs, mais par contre ils ont des qualités athlétiques avec lesquelles ils s'adaptent, et c'est pour ça qu'ils ont j'ai eu la chance de les jouer plusieurs fois, et elles ont été championnes du monde, c'est pas pour rien. Ils ont cette capacité à s'adapter et de créer. J'ai l'impression que elle, quand elle jouait sur le terrain, c'était une partie d'échecs, quoi. C'était je vais dans cette zone, du coup l'autre elle prend cette zone, et maintenant on arrive nous aussi à être tactiquement assez fortes avec le temps, mais elles avaient 10 ans d'avance, et c'est pour ça qu'elles ont réussi à battre des Américaines. Quand elles sont championnes du monde en 2011, elles gagnent contre l'équipe la plus athlétique du monde, donc des filles qui sont musclées, qui ont des cuisses qui font 3 fois leurs cuisses, et malgré tout elles arrivent quand même à gagner, même sur quand je réfléchis la différence de taille. Voilà, c'est des filles qui sont pas très grandes aussi, et elles ont réussi à
à gagner ce titre de Coupe du Monde. Et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour cette équipe. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le soccer. Au Japon, on appelle ça comment? Comment on dit football en japonais? Oula, je sais plus. Vous savez que quand on tourne un documentaire, il se passe 6 mois. Hein. Oui, mais vous auriez pu retenir. Le couteau. Je me suis posé la question. Le couteau fonctionne bien? Ah, le couteau. Je l'ai gardé. Bah oui, vous l'avez fait mettre. J'aurais pu vous le ramener là. Ah ouais. Vous avez le. Ouais. Et vous en servez? Non, parce qu'en fait, limite, c'est devenu un objet de décoration à la maison. Ouais. Parce que c'est vraiment un couteau qui est spécifique pour le poisson et notamment les sushis. Donc, mais en plus, il est gravé LB3 et tout. Donc voilà, il est trop beau mon couteau. Il est juste à côté. Je le vois tous les jours quand je monte dans ma cuisine et je suis trop contente. Et vous êtes toujours avec Yuki, donc qui pratique cet art du sushi. Et elle vous a fait manger Alors, vous avez mangé dans la rue quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est une crème brûlée aux crevettes. Vous en souvenez? Ah, c'était pas bon? Ah, j'ai cru que c'était bon. Ah, vous avez triché dans le documentaire. C'est pas incroyable au Japon. Hein. Ah, donc c'est pas bon. C'est pas bon la crème brûlée aux crevettes. Si, de me souvenir, c'était dans les rues où il pleuvait. Oui, exactement, vous étiez avec les parapluies. Ouais. Et vous avez... Il n'y a pas un souvenir incroyable, donc c'est que ça devait être soit correct, soit pas bon. Non, il y a plein de choses à découvrir dans ce documentaire. Moi, j'ai été fascinée par la maître... alors, il y a évidemment la mangaka, celle qui dessine les mangas. Elle est incroyable. Et puis le saké, c'est-à-dire que la réflexion, quand vous avez le petit stand et que vous dites à ces jeunes hommes que c'est elle qui fabrique le saké, ils ne vous croient pas. Ils pensent que c'est une caméra cachée, que c'est une blague. Ça montre quand même qu'il y a quand même des choses à faire bouger. Et puis on découvre le Japon avec vous, on voyage et vous avez une énergie et une bonne humeur qui font qu'il faut absolument regarder ce doc. Vous avez aimé ce pays ? Franchement, j'ai beaucoup aimé ce pays. En plus, évidemment, quand on tourne ce genre de documentaire, c'est pas comme quand on part comme un touriste. J'étais vraiment en inside total avec la population. Donc, j'ai vraiment découvert le pays de l'intérieur et j'ai redécouvert le respect de la vie en société. Ça, vraiment, ça m'a... Bon. Est-ce que leur boulot, vous pensez que pour Canal+, les femmes ne sont pas tellement si importantes que ça pour les mettre en prime time et vous mettre à 23h45 au lieu de vous diffuser à 21h? Mais voyons donc. Non, mais vous ne regrettez pas que vous soyez diffusé si tard, même s'il y a MyCanal maintenant? On s'est posé la question, hein, tout simplement. C'est une question de case. Après, c'est vrai que les diffusions, j'apprends à... Enfin, disons que je me suis pas vraiment vexée. Déjà, je suis contente de le diffuser en prime time. Ouais. Et surtout, c'est le genre de documentaire qui se regarde en replay, en replay beaucoup, et qui va être rediffusé sur d'autres cases. Donc, il n'est pas arrêté dans le temps. C'est pas comme si je faisais un documentaire sur un match. Oui, c'est ça. C'est vrai que quand après le match, il a 3 mois et qu'il y a 3 joueurs qui sont partis, c'est pas le même entraîneur. C'est sûr que ça a moins de sens. Aujourd'hui, ça se trouve, ce documentaire, il va passer à 21h dans 2 mois et ça sera encore mieux. Donc, c'est depuis que je suis joueuse de foot, j'apprends à être plutôt à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une grosse qualité que j'aime. Merci Laure Boulot, merci à vous et vraiment on vous conseille de regarder ce doc tout à fait passionnant, une immersion. Pardon ? Pionnière, je redonne le nom. Et il est disponible sur MyCanal, effectivement. Pionnière au Japon, disponible sur MyCanal. C'est formidable. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour les débats.